parfait. C'est parfait. Alors, voilà, ce sera encore mieux comme ça. Bien, bonjour à tous et merci d'être avec nous pour cet ambitieux programme. Merci Marie, je suis impressionné par effectivement l'activité de ce GDR. Moi, je vais avoir la tâche la plus simple quelque part, puisque pour moi, le liquide vapeur, c'est ce qui est le plus simple dans la problématique liée aux électrolytes. Voilà, donc je vais commencer par simplement vous dire pourquoi voilà, nous sommes intéressés par ce type de problème, en tout cas de mon point de vue. Donc on a beaucoup de la problématique électrolytique ou des électrolytes est multiple en fait. Donc pour moi, il y a trois grands défis. Donc le premier défi est lié au type d'équilibre de phase qu'on peut rencontrer. Donc effectivement, on parle du liquide vapeur, liquide et solide liquide. Et quand on parle de solide, il y en a souvent de nombreux. Ce qui implique quelque part que quand on veut faire des calculs, parce que je vais effectivement me concentrer sur les modèles et donc les calculs disponibles, eh bien, il va falloir des algorithmes qui soient robustes, qui soient capables d'identifier la présence ou non de telle ou telle phase. Deuxième grand défi, c'est que les électrolytes, par définition, ils ont des interactions longue portée à cause des charges et donc ils nécessitent des modèles assez spécifiques pour cela. Donc les modèles classiques, alors quand je dis classique, je devrais mettre entre guillemets, c'est pour nous qui sont plus des pétroliers d'origine, on va dire, ceux ne sont plus adaptés. Et puis, troisième défi, c'est qu'en présence, en présence de phases électrolytiques, souvent, on a des équilibres chimiques qui viennent se superposer aux équilibres physiques. C'est-à-dire qu'en fait, on pense avoir un certain nombre de constituants dans le mélange, qu'on va appeler des espèces apparentes, mais qu'en réalité, eh bien, les espèces qu'on a sont bien plus nombreuses, et donc on va les appeler les espèces vraies. Et donc, naturellement, nos modèles vont avoir beaucoup plus de paramètres potentiels, en tout cas, à définir. Et donc, ça va complexifier de manière assez importante les choses. Donc, dans ce but, nous, à l'IFP EN, on a mis en place un JIP, donc un groupe de travail entre partenaires industriels qui s'appelle ELETHER pour Electrolyte Thermodynamics, qui a comme objectif de réunir, comme je dis là, une industrial community, donc créer une communauté d'industriels autour de la problématique des électrolytes. Donc on a deux on va dire, points focaux. Où le premier est plutôt technique, donc dans le sens d'essayer de développer des bonnes pratiques. Quand on a un problème de modélisation d'un problème thermodynamique, eh bien, il faut passer par un certain nombre d'étapes. Et donc, la définition de ces étapes et leur optimisation requiert quelque part une connaissance un petit peu globale du problème. Et donc, voilà, notre objectif, c'est ça, c'est de développer des bonnes pratiques. Et puis, je dirais, de la communication, ou parler autour de nous du besoin de continuer la recherche dans ce domaine-là, parce qu'on est d'accord que c'est un domaine qui est nettement plus complexe que le domaine des hydrocarbures dont nous avons plus l'habitude. Donc là, j'ai mis mon adresse mail ainsi que celle de Pascal Mougin. Donc, voilà, j'invite les industriels qui sont éventuellement présents dans l'auditoire de nous contacter pour plus de détails. Voilà. Après cette petite page de pub, je vais vous présenter ma présentation basée sur un exemple. Donc, je prends un exemple qui est vraiment un exemple que je veux le plus simple possible pour pouvoir aborder les différentes problématiques les unes après les autres. Donc, l'exemple que je propose, c'est eau éthanol, donc NaCl. La problématique eau éthanol, on va dire, en absence de NaCl,
elle est relativement bien connue, hein. Donc, on a ces diagrammes de phase, hein, donc liquide-vapeur que vous connaissez peut-être, hein. Donc, ce sont des diagrammes isothermes. On a le liquide au-dessus, la vapeur en dessous. Donc là, il y a deux températures différentes. On a des diagrammes donc azéotropiques, hein. Vous voyez que la courbe de Bulle atteint un maximum. Bon, ça ne se voit pas très bien ici sur ces graphes-là, mais il y a effectivement un léger maximum et une courbe de Rosé en dessous. Voilà, donc ce type de diagramme, ce type de calcul nous permet également de définir donc, des coefficients de partage, hein, ce qui nous permettra de savoir lorsqu'on fait une distillation, lorsqu'on fait une séparation de ces deux corps, lequel partira en tête, donc dans la vapeur plutôt, et l'autre, lequel sera plutôt présent dans le liquide. Hein, donc, dans le cas présent, c'est l'éthanol qui est plus léger, et donc on va retrouver avec un coefficient de partage plus grand, plus dans la vapeur et dans le liquide. Voilà. Donc ça, c'est très bien en absence de sel. Mais que se passe-t-il quand on rajoute du sel? Donc, c'est un petit peu la question que je veux aborder, que je vais essayer, qui nous servira de ligne rouge au travers de cette présentation, de fil rouge. Donc, ce qui est basé sur trois grands points. Hein. Donc, dans un premier point, je vais vous présenter quelques définitions. Il me semble qu'il est important de parler de coefficient d'activité, parce que beaucoup de gens en parlent, mais ne met pas forcément la même signification derrière ce concept. Donc, je vais essayer de mettre un petit peu de clarté là-dedans. J'espère que je ne vais pas trop vous mettre de confusion, parce qu'il y a quand même pas mal de définitions. Ensuite, je vous parlerai de deux modèles. Et donc là, voilà, c'est le cœur, on va dire, de mon exposé. Hein, c'est quels sont les modèles essentiels, comment est-ce qu'ils sont construits, quelles sont leurs applications, leurs limites. Et puis un troisième point, donc pour aborder le problème de l'équilibre chimique qui, comme je disais en introduction, donc est un problème important dans le cadre des électrolytes. Voilà. Donc, première chose, c'est les définitions. Alors, au niveau des définitions, bon, alors là, je suis désolé, je commence directement avec des équations voilà, à fond. On va y aller progressivement. Donc, les équilibres sont, comme vous savez, définis à partir de l'enthalpie libre qui doit donc atteindre un minimum. Hein, c'est ce qu'on exprime en disant qu'elle est inférieure ou égale à zéro. Donc, j'ai oublié de mettre à température et pression imposée. Donc, quand on a un liquide vapeur, ça veut dire que la somme, hein, donc le G est une grandeur extensive, donc on fait la somme sur le liquide et la vapeur. Et donc, cette condition-là nous apporte naturellement à la définition du potentiel chimique. Et donc, la condition d'équilibre peut s'écrire de manière équivalente à l'égalité des potentiels chimiques dans chacune des phases, pour chacun des constituants I. Voilà. Alors, le potentiel chimique, beaucoup de gens se limitent à ça. Moi, je pense que c'est utile d'aller un petit peu au-delà, parce que le potentiel chimique a quand même un certain nombre de défauts dans son concept, c'est-à-dire qu'il dépend d'un état de référence. Hein, il n'y a pas de valeur quand vous nous dites que le potentiel chimique vaut autant de kilojoules par mol. On n'a encore rien dit. C'est toujours les différences qui ont un sens. De plus, le potentiel chimique à dilution infinie, il tend vers moins l'infini, ce qui n'est pas très commode. Et donc, en conséquence, on va plutôt utiliser le terme de fugacité, qui est défini en fait à partir de cette expression-là, et donc qui nous décrit en fait un concept qui est plus proche à la pression partielle, si vous voulez. La pression partielle, donc c'est une expression, la fugacité est une pression, est exprimée en pression, mais elle exprime le potentiel chimique. Et donc, plus cette fugacité est grande, plus quelque part le constituant I en question va avoir envie de partir de la phase, donc être fugace, voilà, quelque part. Et donc, si la fugacité est donc identique dans les deux phases, eh bien, à ce moment-là, on est l'équilibre. Voilà. Donc, c'est une manière d'exprimer finalement le désir ou non de la molécule en question de sortir de la phase. Et donc, étant donné qu'il est défini comme ceci, les deux états thermodynamiques 1 et 2 doivent être à la même température. Ça, c'est la seule condition pour que cette définition vaille. Et donc, on va donc calculer notre fugacité à partir d'une fugacité ou d'un potentiel chimique de référence. Donc, il va falloir définir des références. Voilà. Donc, ceci étant dit, voilà, on va regarder à quoi ça, donc ce que ça a comme conséquence pour l'exemple qui nous intéresse, donc au éthanol. Donc, je regarde la fugacité de l'éthanol en fonction de la fraction molaire, et donc j'ai une courbe comme ça qui a cette forme-là, et donc que je veux modéliser, hein, que je veux être capable de décrire.
Donc, l'approche habituelle, c'est de dire, ben, je vais prendre un comportement idéal, entre guillemets, et puis je vais décrire l'écart par rapport à cette idéalité. C'est finalement la base dans tous les modèles thermodynamiques, c'est on va définir un comportement idéal et puis l'écart à l'idéalité. Donc, notre idéalité ici, c'est la ligne droite. Donc, en d'autres termes, notre fugacité, vous voyez ici à droite, ça correspond à donc, la fraction molaire, ici x, donc la fraction molaire, multipliée par ce F étoile I, qui va donc être la valeur de la fugacité pour le corps pur, multipliée par une correction que je vais appeler gamma, qui est ici. Donc le F étoile, en fait, il correspond à la tension de vapeur sous certaines conditions, que je ne vais pas aborder ici. Donc grosso modo, on a que donc, la fugacité était proportionnelle à la tension de vapeur et la fraction molaire en phase liquide. Alors si on applique notre égalité de fugacité à cette expression-là, on va évidemment se trouver avec un F étoile pour le liquide, un F étoile pour la vapeur, un gamma pour le liquide, un gamma pour la vapeur. Bon, de nouveau, sans aller trop dans le détail, donc ce F étoile, on va le remplacer par une tension de vapeur et celui dans la vapeur, on le remplace par une pression. Les non-idéalités, elles sont généralement uniquement présentes dans des phases liquides et pas dans les phases vapeur. Et donc, on enlève ce gamma V et donc on retrouve l'expression que vous avez certainement déjà vue quelque part et donc qui nous permet de calculer des équilibres liquide-vapeur. Voilà. Donc ça, c'est le principe. Donc, ça nous permet de calculer ces coefficients d'activité ou de connaître ces coefficients d'activité pour l'eau et l'éthanol. Et donc, ça a cette forme-là. Donc, pour le corps pur, pour le corps pur éthanol qui est à droite, eh bien, le gamma de l'éthanol, le coefficient d'activité vaut 1, évidemment. Donc, il n'y a pas de déviation à l'idéalité. Et pour le corps pur eau, c'est le gamma de l'eau qui vaut 1. Et en dehors de ça, eh bien, vous allez avoir donc, des formes comme ceci. Donc, on va voir que, par exemple, l'eau est plus volatile, le gamma est plus grand que 1. L'eau est plus volatile donc, en face, lorsqu'elle est dissoute dans de l'éthanol que lorsqu'elle est pure. Et pareil, l'éthanol est plus volatile en présence d'eau que s'il était pur. C'est la signification de ces gammas qui sont supérieurs à 1. Et donc, vous allez avoir à la limite ici de la dilution infinie, donc des valeurs qui vont correspondre à la première molécule d'éthanol que je mets dans ma solution qui contient l'autre corps. Voilà. Donc, ça, c'est en absence de sel. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque je rajoute des sels dans le système ? Alors là, évidemment, ça complique un petit peu puisque les coefficients d'activité, enfin les solubilités des différentes solvants dans la solution vont changer. Et donc, on va voir que l'éthanol, en fait, la solubilité augmente encore lorsqu'on rajoute du sel, ce qui veut dire, grosso modo, qu'on a ce qu'on appelle un système, un système salting out. Il est désolubilisé, on va dire, l'éthanol, il est désolubilisé du fait de la présence de sel. Alors que, à l'inverse, l'eau, au contraire, l'eau aime bien la présence de sel, et donc l'eau va avoir un effet inverse. On va voir que son coefficient d'activité va diminuer, donc il va avoir un effet salting in. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu les observations qu'on peut voir dans l'équilibre liquide-vapeur en présence de sel. Voilà. Alors, j'ai parlé des coefficients d'activité des solvants, je n'ai pas parlé des coefficients d'activité des sels. Les coefficients d'activité des sels, eux, ils peuvent être mesurés aussi. Donc, il y a des mesures électrochimiques en particulier qui vous donnent donc, des formes de ce type-là. On retrouve alors on appelle ça le MIAC, Mean Ionic Activity Coefficient. Pourquoi ? Parce que c'est une moyenne en fait entre le coefficient d'activité du cation et de l'anion, étant donné que jusqu'à présent, alors il y a des débats à ce sujet-là, on n'arrive pas à les mesurer individuellement. Alors, certaines personnes disent qu'on peut les mesurer individuellement. Effectivement, il y a des débats à ce sujet-là. Ce sur quoi je veux insister, c'est l'unité ici. Vous voyez que souvent, et c'est peut-être ce dont vous avez l'habitude, vous ne travaillez pas avec des fractions molaires, vous travaillez avec des molalités, voire peut-être même des molarités. Molarité étant donc des moles par mètre cube ou par litre plutôt, par unité de volume, alors que les molalités sont des moles par unité de masse de solvant. Donc, ce n'est pas des fractions molaires. Donc, en fait, ces coefficients d'activité, vous voyez que j'ai mis un petit M au-dessus, eh bien, en réalité, il est défini de manière un petit peu différente. Il n'est plus défini comme ça, mais il est défini de manière un peu plus générale, à partir toujours d'un comportement idéal, qu'on va appeler CI fois F, FRF, multiplié par un gamma. Et donc,
du coup, on se pose la question, mais que vos C et que vos REF? Et ça, c'est mon slide prochain. Donc, j'ai deux questions. Hein, donc, que vos C et que vos REF. Alors, pour ce qui est de C, hein, pour ce qui est de la concentration, les unités de concentration, on a donc grosso modo, bon, je laisse tomber l'unité de molarité parce que je ne l'aime pas, parce que surtout, donc l'unité de volume, mol par unité de volume, le volume dépend de la température, de la pression, de la concentration. Donc ça devient hyper compliqué de travailler avec ça. Et que globalement, comme souvent on parle du solvant comme étant l'eau, eh bien 1 litre d'eau vaut à peu près 1 kg de solvant, donc la molalité correspond à peu près à la molarité. Voilà, donc on a deux types de C, hein, donc de définition d'idéalité, et donc de définition de gamma. Ensuite, il y a la définition de REF, hein, l'état de référence. Alors, un état de référence, un état thermodynamique, il faut savoir, est défini à partir de quatre choses. Voilà. De 4 choses, donc c'est-à-dire qu'il faut définir voilà, l'état physique, la composition, la pression et la température du système. Alors, composition, pression, température, ça ne vous choque pas trop, je pense. L'état physique, vous allez tout de suite voir que c'est important. L'état physique, alors là, ça c'est l'exemple le plus classique, on va dire, en tout cas lorsqu'on fait des équilibres liquide-vapeur, hein, on part du gaz parfait. On part du gaz parfait, dans ce cas-là, effectivement, la composition de l'état de référence, c'est le corps pur, la pression, c'est la pression P, la température T. De toute façon, la température, il n'y a pas le choix, c'est toujours la température du système, on n'a pas le choix. Lorsqu'on utilise donc une définition comme celle-ci de l'état de référence, eh bien, on va voir donc cette fugacité qui va s'écrire comme Z, P, phi, I. Alors, le Z, j'ai écrit Z ici plutôt que X, comme tout à l'heure, simplement pour dire que ça peut être une phase liquide ou une phase vapeur. Hein, donc, la définition est la même, que ce soit du liquide ou de la vapeur. Et donc, notre coefficient d'activité, entre guillemets, eh bien, il prend une forme différente ici, donc ça devient un phi, qui se nomme un coefficient de fugacité et qu'on va calculer avec des équations d'état. J'y reviendrai plus tard. Deuxième type de définition d'état de référence, c'est le liquide pur. Alors là, vous avez sans doute plus d'habitude de cette définition-là. Donc, c'est celle que je viens de montrer tout à l'heure, en fait. Hein. Donc, l'état physique, c'est le liquide. La composition, c'est le corps pur. La pression, c'est la tension de vapeur du corps pur. Et puis, la température, c'est la même que celle du système. Alors, ensuite, ça se complique un petit peu pour les solutés. Pour les solutés, donc, pour lesquels on ne connaît pas finalement le système à l'état pur. Eh bien, on va définir un état physique qui est virtuel. Donc, l'état physique, il est défini à partir d'un liquide idéal, défini comme, qui se comporte comme ceci. Donc, F idéal égale à XI fois HI, HI étant la limite pour X tend vers 0 de FI sur XI. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que grosso modo, je trace ma droite que j'avais tout à l'heure ici, je la trace donc tangentielle au comportement à l'origine. Donc ça, c'est mon comportement idéal. Le comportement idéal me permet ensuite de définir la composition de l'état de référence, qui lui ne peut pas être nul, hein, puisqu'il est toujours égal à l'unité, on va dire, de la concentration, de la fraction, voilà, de la concentration qui est ici un X. Donc si X vaut 1, c'est un corps pur. Voilà. Mais c'est un corps pur virtuel, donc c'est un état de référence virtuel. En cas où vous utilisez les molalités, on fait exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, la fugacité idéale est définie à partir d'une fraction, donc d'une molalité, pardon, et donc la constante de Henry de la même manière. La composition du mélange idéal, c'est 1 mol dans l'eau. La pression, c'est la tension de vapeur du solvant qui est généralement pris égale à celui de l'eau. Et voilà, donc on a cette définition-ci. Donc vous voyez que suivant la définition qu'on utilise, on va avoir des coefficients d'activité différents. Et ça, c'est important pour la suite, pour savoir de quoi on parle. Ce slide-ci doit simplement vous rappeler que grâce à ces différentes définitions, il y a moyen de passer d'une définition à une autre. Hein, c'est tout à fait faisable. Il faut souvent ou parfois avoir un modèle thermodynamique pour faire cela, hein, pour calculer par exemple les coefficients d'activité à division infinie. Mais si on a un bon modèle thermodynamique, on est capable de passer d'un état de référence à un autre. Voilà. Une
Un point supplémentaire quand même au sujet de Gibbs-Duhem, donc pour vous dire que tout ce qu'on vient de dire, tous ces coefficients d'activité, ils ne sont pas indépendants les uns des autres. Quand j'ai défini un coefficient d'activité pour un soluté, eh bien, je définis indirectement celui pour le solvant. Et donc, ça peut se voir ici. Donc là, j'ai un exemple toujours pour notre cas. Alors, ONaCl, hein, voilà, ici, l'exemple que je vous propose, c'est simplement ONaCl. Donc, on a vu le coefficient d'activité dans l'eau, du sel dans l'eau, hein, qui a cette forme-là, voilà, avec la définition basée, donc asymétrique, hein, donc basée sur la dilution infinie, alors que pour l'eau, la définition, elle est symétrique. Donc, effectivement, les définitions des coefficients d'activité peuvent être différentes suivant le constituant qu'on considère. Cela n'a pas de conséquence étant donné que la correction elle est constante dans ces équations-là. Donc on peut appliquer cette relation de Gibbs-Duhem de toute façon. Donc qu'est-ce que ça a comme conséquence, Gibbs-Duhem? Ça a comme conséquence que lorsqu'on a généralement relativement peu de sel par rapport à la quantité d'eau, eh bien, le d log de gamma de l'eau doit être égal à 0, ce qui veut dire qu'en fait, le gamma de l'eau, il va être égal à l'unité quand on a très peu de sel. Généralement, on a relativement peu de sel par rapport à l'eau. Et en conséquence, eh bien, le coefficient d'activité de l'eau, généralement, on s'en fiche parce qu'il est très proche de 1. On s'en fiche, mais quand on zoome un petit peu, on se rend compte qu'il n'est pas exactement égal à 1 et qu'il a un maximum exactement à l'endroit où le coefficient d'activité du sel a un minimum. Et ça, c'est également imposé par cette relation-là, c'est-à-dire que si la somme des deux termes vaut 0, ça veut dire que si l'un est positif, l'autre doit être négatif. Et donc, quand il y a un minimum d'un côté, il doit y avoir un maximum de l'autre. Voilà. Donc ça, ce sont deux conséquences, on va dire, du fait de ce Gibbs-Duhem. Et donc, c'est important pour nos modèles thermodynamiques également, parce que nos modèles vont se baser sur des fondamentaux donc, de type comme celui-là. Je passe au modèle. Donc, les points essentiels pour un modèle, c'est que déjà, un modèle, c'est un modèle, si j'ose dire. C'est donc une approximation de la réalité. Ce n'est pas la réalité elle-même. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? On va dire que c'est une équation mathématique, on va simplifier, c'est une équation mathématique qui contient des paramètres. Et donc, quand on dit modèle, pour moi, il faut toujours bien distinguer, il faut bien toujours mettre ensemble ces deux concepts. Ce n'est pas que l'équation mathématique, donc quand on dit équation Bitzer, NRTL, que sais-je, mais c'est l'équation avec ses paramètres. Il y a deux types d'équations mathématiques qu'on peut imaginer. Enfin, il y en a beaucoup, mais là, c'est un spectre. Mais d'un côté, on va essayer de mettre le plus de physique possible dans l'équation mathématique, et dans ce cas-là, on va appeler ça une équation prédictive. Ou alors on utilise une corrélation plus ou moins commode. Et donc à ce moment-là, évidemment, on va avoir beaucoup de paramètres, mais on va pouvoir éventuellement corréler beaucoup de données si on a beaucoup de données, à condition d'avoir beaucoup de données. Donc, je dirais qu'un point essentiel quand on parle de modèle, c'est toujours comparer avec des données expérimentales. Voilà. Ça passe par des régressions, ça passe par des validations, peu importe, mais il faut toujours comparer avec des données expérimentales et ça nous donnera également une idée des incertitudes et de la capacité du modèle à faire ce qu'on veut faire. Voilà. Et de manière générale, plus le modèle contient de paramètres, eh bien, plus on peut faire de choses. C'est assez logique. Moins il y a de paramètres, et donc généralement plutôt du côté prédictif, il y a moins de paramètres, donc on sera moins précis, mais on peut espérer être capable d'extrapoler un peu mieux le comportement. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu général. Je pense que ça vaut pour beaucoup de domaines différents, mais au sujet des modèles. Voilà, the more models, the better it fits the data. Alors, j'ai parlé des modèles de type équation d'état et des modèles de type coefficient d'activité. Donc, on a parlé des modèles de coefficient d'activité, donc je mettrai ici à droite sur mon transparent, donc, qui est toujours basé sur le comportement d'un mélange idéal. Donc, il faut bien définir le mélange idéal dont on parle, et certains modèles considèrent des mélanges idéaux différents. Voilà. Et puis, le coefficient d'activité ou le GE, c'est lié, c'est deux concepts qui sont liés, eh bien, il est défini à partir de cet écart par rapport au mélange idéal. Quand on parle d'équation d'état, eh bien, on parle plutôt d'énergie de Helmholtz, donc l'énergie A, l'énergie libre, et donc ces fonctions-là sont fonctions température, volume et nombre de moles.
la base, l'idéalité, c'est le gaz parfait. Et donc, on va construire un modèle qui décrit une propriété résiduelle, ce qu'on appelle résiduelle, qui donc est un écart par rapport au comportement du gaz parfait. Et donc là, on va calculer les coefficients de fugacité. On a vu qu'il y avait un lien entre fugacité et activité, et donc qui est calculé de la même manière finalement par rapport aux dérivés, par rapport au nombre de moles. Voilà. Donc la logique, on va dire, derrière cette construction de modèle, c'est toujours donc on part du comportement idéal et on va vers le comportement réel, hein, qu'on veut décrire, et on fait ça au travers d'un cycle thermodynamique, on va dire, hein. Donc on va considérer un certain nombre d'étapes, et donc chacune de ces étapes va alimenter, on va dire, un terme dans notre équation globale, hein. Donc, typiquement, ici, vous voyez qu'on va décharger, on va condenser, on va recharger, et puis on va ajouter des interactions électrostatiques. Donc, on va avoir un modèle qui va être construit à partir d'une somme de contributions. On fait l'hypothèse, évidemment, que ces contributions sont indépendantes les unes des autres, ce qui n'est pas forcément exactement vrai, mais voilà, pour le moment, c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est exactement pareil quand on regarde les modèles de coefficient d'activité. Sauf que peut-être qu'il y a un peu moins d'étapes entre le mélange idéal qui lui est liquide et notre mélange vrai qui lui est liquide aussi, hein. Mais grosso modo, c'est quand même pareil. C'est-à-dire qu'on va ajouter un terme ion électrostatique, on va rajouter des contributions courte portée, et puis on va rajouter des contributions donc ion solvant, qui vont donc construire notre modèle. Voilà. Donc c'est une somme de contributions. Donc, on va regarder peut-être un peu plus en détail assez rapidement deux de ces contributions qui sont importantes, hein. Vous avez tous entendu parler de la contribution de Bayukel. Donc, ce sont deux chercheurs qui ont travaillé, voilà, au début du XXe siècle, hein, et qui ont donc développé ce modèle, un modèle de ce type-là. Souvent, ce modèle est dit être prédictif, donc sans paramètres ajustables. En réalité, il y a quand même le concept d'un diamètre, hein, diamètre ionique qui rentre dedans. Ce modèle a été, je dirais presque victime de son succès, hein. Il est très utilisé, et en conséquence, eh bien, on l'a développé. Et donc, la vraie équation, c'est celle-ci, mais après, on a utilisé donc, le extended, la version étendue, la version de Pitzer. Il y a un certain nombre d'alternatives qui sont pas exactement celles de Bayukel, mais qui sont basées sur la même logique, ou qui sont des développements plus ou moins empiriques à partir de… Alors, juste une petite remarque, hein. Donc ici, attention, dans cette définition-là, il y a un M ici au-dessus, parce qu'il y a un terme supplémentaire ici qui permet de transformer le coefficient d'activité sur base des fractions molaires en molalité. Chez Pitzer, c'est directement exprimé sous forme de molalité. Voilà. Pour ce qui est des équations d'état, je ne vais pas aller dans le détail, mais on peut utiliser de Bayukel aussi. On utilise aussi parfois, et nous c'est ce qu'on fait dans notre équipe, le MSA, donc qui a une forme un petit peu différente, mais grosso modo, elle est basée sur le même principe. Le principe, c'est celui-ci. On considère le solvant comme un continuum diélectrique, et donc il est décrit uniquement à partir de sa constante diélectrique, et donc on décrit donc les écarts, enfin l'effet de la charge d'un ion, ou des interactions entre une charge et ses contrions, donc l'énergie apportée par cette contribution, cette interaction. Donc voilà, donc ça c'est ce que nous donne ce type de modèle. Mais c'est qu'une partie de la contribution. À côté de ça, on parle des interactions entre l'ion et le solvant. Donc l'ion lui-même, alors souvent on va parler de l'énergie libre de Born, enfin du modèle de Born, voilà. Il y a beaucoup de débats à ce sujet-là aussi. Donc qui lui décrit en fait comment quelle énergie est apportée au système lorsqu'on change la constante diélectrique du solvant. Hein, donc, on n'a pas seulement une constante diélectrique qui est celle de l'eau, du solvant, mais on a donc une constante diélectrique qui varie avec la composition du solvant, voire même avec la composition de la solution. Alors là aussi, il y a tout un débat. Hein, est-ce que dans cette constante diélectrique, donc c'est finalement une différence, vous voyez, une différence de… Si les deux constantes diélectriques sont égales, évidemment, le terme de Born est nul.
est-ce que dans cette constante diélectrique donc, de la solution, faut-il prendre en compte l'effet du sel sur la constante diélectrique ou pas? Hein, c'est un grand débat sur lequel je ne vais pas m'attarder ici. Hein, donc, de nouveau, vous voyez ici le terme de G, donc on écrit quasiment de la même manière pour l'énergie libre. Cela nous donne un coefficient d'activité qui est écrit comme cela. Il y a également un terme, donc un paramètre ajustable, ce que j'appelle un paramètre unaire ici, mais donc qui correspond au rayon de borne, qu'on appellera le rayon de borne. Bon, il y a pas mal de débats. Hein, donc le terme de borne est très sensible à la constante diélectrique. Donc, faut-il prendre ou non en compte la contribution ionique dans la constante diélectrique? C'est une grande question. Quoi qu'il en soit, il y a des débats aussi sur le principe même. Est-ce que ce terme-là qui a été conçu par Born, pareil, au début du XXe siècle, mais qui n'a pas du tout été conçu dans l'esprit dans lequel on l'utilise aujourd'hui, est-ce qu'il représente vraiment ce qu'on dit qu'il veut représenter, hein, c'est-à-dire l'énergie de Gibbs transfert, hein, c'est-à-dire quelle est l'énergie de Gibbs lorsqu'on passe d'une constante diélectrique à une autre. Et donc, certains auteurs ont décidé de simplement remplacer le terme de Born par un terme empirique qui peut ressembler à celui-là et dans lequel on va retrouver des paramètres ajustables, hein, donc BIJ dans le cas présent. Voilà. Alors, on n'a pas parlé des termes de courte portée, hein, qui sont donc des interactions de type Van der Waals, en fait, des interactions molécule-molécule, hein, sans parler de la charge des espèces. Donc là aussi, donc on peut avoir des approches plutôt équation d'état, des approches plutôt coefficient d'activité. Hein, donc là, j'ai un slide suivant dans lequel je vais revenir sur ces différents modèles. Hein, PITZER est beaucoup utilisé en géochimie, NRTL est plutôt utilisé donc, dans le procédé. Bon, ça dépend un peu en grande partie quand même, des habitudes, hein, un peu des besoins évidemment aussi, mais des habitudes des uns et des autres. Pour ce qui est des équations d'état, là, je ne vais pas revenir dans le slide suivant, donc j'en parle un petit peu plus ici. Nous, on travaille pas mal là-dessus. Bon, la cubique, c'est l'approche la plus simple. Vous voyez, en rouge, j'ai mis les paramètres qui sont donc ajustables. Voilà, donc il y a des E SRK ou des EPR, hein, SRK et PR étant donc soit Verilli-Schwung ou Peng-Robinson, des équations d'état cubique. Aujourd'hui, on travaille beaucoup sur les modèles qui sont basés sur des développements un peu de thermostats statistiques. Donc CPA est un peu une combinaison des deux, donc on retrouve la cubique ici, et on va rajouter un terme associatif, donc là c'est un terme, on va dire, pseudo-chimique, qui contient donc deux paramètres, une énergie et un volume associatif. Et puis vous avez donc l'équation SAFT elle-même qui est, elle, décrite à partir d'une somme de différentes contributions, à sphères ici, donc les sphères dures, un terme dispersif qui est explicitement fait pour les interactions de Van der Waals, un terme de chaîne qui décrit la formation de chaîne, donc la taille, la forme plutôt de la molécule, et puis un terme associatif qui est le même que dans CPA. Voilà. Donc, je reviens sur les interactions courte portée dans mon slide suivant. Mon slide suivant est assez lourd, je suis d'accord, mais disons qu'il contient beaucoup d'informations. J'ai mis certaines choses en gras et je vais peut-être plutôt parler de ça. Donc en violet, vous avez ici les équations d'état. En orange, vous avez les modèles de coefficient d'activité, en tout cas les plus connus. Hein, je ne dis pas que c'est exhaustif. Hein. Ce qui est important à savoir, c'est finalement d'où ça vient, ces modèles. Hein, suivant que vous êtes d'origine donc génie pétrolier ou que vous êtes plutôt dans la chimie de la complexation ou que vous travaillez dans le modèle de corrosion, vous n'avez pas les mêmes habitudes et donc vous n'allez pas avoir les mêmes modèles. Au bout du compte, on parle de la même chose quand même, la physique est la même, mais les modèles ne vont pas être forcément les mêmes. J'aime bien parler des équations d'état. Pourquoi? Parce que, en particulier de celle-là, alors là j'ai mis ensemble dans cette colonne-là donc tout ce qui est cubique, CPA et SAFT. Pourquoi je n'ai pas détaillé? Simplement parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas mature, donc je pense que ce n'est pas la peine d'aller beaucoup dans le détail. Hein. Le gros avantage de ces approches-là, c'est que en fait, une équation d'état, grâce à ces dérivés, ça permet de décrire énormément de choses, y compris des propriétés genre CP, enthalpie, etc. Le point critique de l'eau,
qui peut dans certains cas, comment se comporte un système électrolytique lorsque l'eau se rapproche d'un point critique, une équation d'état, en principe, peut vous dire ça. Voilà, c'est évidemment extrêmement complexe et donc voilà, il y a beaucoup de travaux dans la littérature à ce sujet-là. Un petit mot quand même sur Sorey-Davidson. Je trouve que c'est assez intéressant de voir qu'il y a moyen parfois de simplifier le problème de manière à n'aborder finalement que ce qui nous intéresse. Hein, Sorey-Davidson, eux, au départ, ce qui les intéressait, c'était de connaître la solubilité des hydrocarbures dans l'eau et éventuellement de l'eau dans les hydrocarbures. L'activité du sel lui-même, ils s'en contrefoutaient, si j'ose dire. Voilà. Ils ne s'y intéressaient pas. Et donc, en fait, ils ont simplement remplacé l'eau par un concept qu'ils ont appelé l'eau salée. Et donc, finalement, c'est un modèle d'équation d'état simple dans lequel on a remplacé l'eau par l'eau salée. Donc voilà, c'est relativement simple, mais finalement, du coup, ça implique qu'on ne peut pas faire certaines choses. Pour ce qui concerne les autres types de modèles, donc très rapidement est cité, je connais moins bien ce modèle-là. Pour moi, donc, ce que j'ai compris, c'est que c'était simple et pragmatique, mais ça ne traite vraiment que les solutés, que les ions, hein, ou peut-être pas que les ions, mais en tout cas que les solutés. Et il n'est pas cohérent avec Gibbs-Duhem, et donc ça ne peut pas marcher avec les solvants. Il y a peu de paramètres, mais par contre, voilà, il n'est pas très précis. Donc ENRTL, il est beaucoup utilisé parce qu'il est recommandé par Aspen, c'est vraiment le modèle d'Aspen. Il est fait pour les solvants mixtes, il est flexible de ce côté-là. Il a beaucoup de paramètres ajustables et du fait de ce nombre de paramètres ajustables, il peut aussi mener à des grosses erreurs. Donc là, c'est un peu, voilà, c'est une force, mais c'est une faiblesse en même temps. Le modèle MSE, il est certainement, donc c'est le modèle qui est recommandé par OLI, donc OLI qui est vraiment reconnu comme étant un peu l'expert mondial dans le domaine des électrolytes, mais c'est une boîte fermée, une boîte noire, et donc difficile d'apporter ses propres modifications, d'avoir ses propres, hein, quand on arrive avec un nouveau modèle, ou un nouveau problème, pardon, on ne peut pas vraiment le traiter. Il est fait pour donc l'oil and gas, donc les hautes pressions, les hautes températures. Il est fait également pour les solvants mixtes, hein, MS veut dire Mixed Solvent Electrolyte, hein, et donc voilà, il est assez puissant. Pitzer, que vous connaissez certainement aussi, lui, il est vraiment issu des géosciences et donc plutôt fait pour les solvants aqueux. Et que aqueux, je ne pense pas qu'on puisse rajouter d'autres types de solvants. Voilà, donc ça, je m'arrête là mais le temps passe vite, sur les modèles et je passe rapidement sur mon dernier point qui concerne donc les équilibres chimiques. Donc, je reviens à mon fil rouge. Hein, donc l'équilibre chimique, lorsqu'on a donc le ternaire eau, éthanol, NaCl, généralement on dit bon, NaCl, très gentil, mais c'est du Cl+, Cl- et Na+. Certainement vrai, ou en tout cas c'est une bonne approximation, sauf que quand je regarde un peu dans la littérature, je vois qu'il existe donc des courbes de ce type-là où on me donne le coefficient d'équilibre de Na+, plus Cl- donne Na+. Donc, il existe effectivement un équilibre. Hein, donc, NaCl donne effectivement Cl- plus Na+. Un seul force, ça n'existe pas, si j'ose dire. Hein. Et surtout, quand on rajoute un solvant avec un constant diélectrique faible, le fait qu'on peut considérer les ions comme vraiment entièrement dissociés ne fonctionne grosso modo que dans l'eau où on a une constante diélectrique forte. Voilà. Donc, alors, cette constante d'équilibre, on l'écrit généralement comme ça. Alors, vous avez peut-être différentes définitions. Les crochets ici, donc ça m'exprime des molarités, des moles par litre. Mais là, j'ai un problème. J'ai un problème parce que si c'est des moles par litre, eh bien, le K ici, il a une dimension qui est des moles par litre. Donc, en fait, il y a un problème de dimension et vous allez vite vous comprendre que le K, donc, il n'est pas réellement défini comme ça. Hein, il est défini à partir des activités. Donc, les activités, là, j'aborde de nouveau un nouveau concept, hein, une activité. Donc, la 5,8, c'est sa valeur à température ambiante, grosso modo. Hein. Vous voyez, 5,8, c'est quand même pas une valeur extrêmement forte ou faible. Hein. Il y a vraiment un équilibre entre les deux constituants.
Voilà, donc qu'est-ce que c'est que l'activité? Alors pour définir l'activité, je reviens à mes équations de base. Donc, alors je laisserai peut-être tomber la première. Donc un équilibre chimique, vous écrivez ça euh, comme des produits qui forment des réactifs pardon, qui forment des produits. Donc les réactifs ont des coefficients stoichiométriques négatifs, les produits ont des coefficients stoichiométriques positifs, et donc ça fait une somme comme ceci. Donc du coup les coefficients stoichiométriques ont un signe. Donc, notre fameuse fonction dg est toujours inférieure à 0, va s'écrire comme ceci. Donc, quand on regarde en termes de potentiel chimique, eh bien, ça veut faire que la somme des nuits doit être égale à 0. En utilisant la définition qu'on a vue de la fugacité, on peut écrire que cette expression-ci, la somme des nuits égale 0, serait écrite simplement de cette manière-ci. Donc, on va avoir une expression exponentielle de moins somme des nu i mu i ref, donc à l'état de référence, ça vient de ce terme-là, divisé par RT. Et donc, cette grandeur-là, c'est ce qu'on va appeler la constante d'équilibre, qui ne dépend en principe que de la température. On va dire ça va dépendre surtout de ce qu'on appelle l'état de référence. Donc, on revient sur le concept d'état de référence. Quand on parle d'équilibre chimique, il faut parler d'état de référence. Et bien entendu, de l'autre côté de l'équation, on va retrouver ce rapport de fugacité dans lequel on va également retrouver cet état de référence. Cette référence-là et cette référence-là, elles doivent être obligatoirement identiques. Sinon, on ne va pas y arriver. Voilà. Donc, du coup, quels sont ces états de référence et du coup, quelles sont les activités? Parce que quand j'ai écrit ça, en fait, j'écris ça. Donc, le rapport des fugacités, c'est ce que j'appelle l'activité. Donc, je reviens à mes définitions de tout à l'heure. Donc, pour des solvants, donc très brièvement, pour des solvants, on va avoir, enfin oui c'est ça, pour des solvants, je ne me trompe pas, on va avoir cette définition-là, donc Fi égale Xi P sigma gamma I, ce qui veut dire que quand on définit AI comme Fi sur Fi ref, on va voir que c'est égal à Xi gamma I. Donc, on va dire notre activité, c'est égal à Xi gamma I. Pour les ions, si on utilise la définition basée sur les molalités, eh bien, on va donc définir que notre activité vaut m gamma i avec le petit m divisé par la molalité de référence qui vaut 1. Donc, en fait, ceci n'a pas d'unité, mais il faut diviser par la valeur unitaire de la molalité. Pour les gaz, eh bien, on va donc faire cette définition-là et on va retrouver que l'activité, c'est en fait P, donc Z P phi divisé par Pref. Attention, ceci, c'est généralement la pression atmosphérique. Donc, c'est pareil, on va trouver une pression, on va penser que l'activité a des unités de pression, mais non, en fait, elle n'a pas d'unité puisqu'il y a un rapport de pression. Et pour les solutés non ioniques, on va dire, on peut utiliser les deux, mais on peut utiliser également cette définition-là qui est basée sur la fraction molaire. Voilà, donc très important, sachez quel est l'état de référence des espèces que vous allez utiliser. Donc j'ai appliqué ceci à notre exemple, à notre fil rouge, et vous voyez que le mélange, donc la concentration, fraction molaire, ici vous avez en fonction de la teneur en éthanol. Donc ici à gauche, vous avez l'eau pure. L'eau pure contient essentiellement Na plus Cl-, je vous rassure, c'est quand même un sel qui est relativement fort. Donc, mais il y a un peu de NaCl. Et lorsqu'on rajoute de l'éthanol, eh bien, vous allez avoir de plus en plus de NaCl qui va se présenter. Et donc, conséquence pour les modèles, il va falloir effectivement prendre en compte cette espèce moléculaire ou complexée de NaCl. Voilà. Donc, dernier slide pour vous rassurer, j'arrive à la fin. Donc, pour terminer, donc toujours avec cette même équation, un équilibre chimique implique de connaître, d'avoir deux types d'informations. La première information, c'est le modèle thermodynamique, donc je vous en ai parlé dans la section 2. Et l'autre type d'information, c'est les propriétés de formation ou alors la constante d'équilibre. Et donc, il faut trouver des bases de données, et ça, c'est pas forcément toujours facile de trouver des bases de données qui contiennent ce genre d'informations-là. Ils existent, j'en mentionne deux ici. Il existe également des modèles. Donc, le modèle de Helgeson, Kirkham et Flower, dont vous avez peut-être entendu parler, en fait, décrit les potentiels chimiques. Et donc, c'est une équation d'état. Donc, vous donne le potentiel chimique en fonction de la pression, de la température, dans des conditions, donc parfois haute température. C'est beaucoup utilisé dans les géosciences aussi. Mais dans leur état de référence.
dans l'état de référence. Voilà. J'arrive au bout, j'ai bientôt plus de voix. Voilà, donc que retenir, on va dire, de ce que je vous ai dit là? Pour moi, il y a 3 points à retenir, hein. Le premier point, c'est attention à la définition des coefficients d'activité, hein. Voilà, il existe plusieurs définitions, elles peuvent être reliées entre elles, mais donc il faut connaître les liens et il faut savoir de quoi on parle. Le deuxième grand point, ce sont les modèles. Les modèles, de manière générale, leur qualité dépend en grande partie du nombre de paramètres, évidemment de la régression qu'on peut faire de ces paramètres sur des données expérimentales, hein. Et donc, vous avez 2 types de modèles, hein, des modèles d'activité et des modèles de fugacité, ou coefficient de fugacité, des équations d'état. Et puis, le troisième grand point, c'est de dire que pour avoir un équilibre chimique cohérent, donc pour pouvoir décrire ces équilibres chimiques cohérents, eh bien, il faut connaître, avoir accès simultanément à un bon modèle thermodynamique, mais également aux propriétés de formation des différentes espèces dans les états de référence bien identifiés. Voilà, je m'arrête là. Je ne sais pas si vous avez des questions, je ne sais pas si on a le temps pour avoir des questions, mais voilà.